Et je salue la présence dans ce studio de Georges Fenech, ancien député et juge d'instruction. Bonjour. Bonjour. L'État est-il impuissant face au terrorisme? Devons-nous vivre quotidiennement avec cette peur d'un attentat? A-t-on déjà connu autant de haine en France? C'est autant de questions que nous posent les auditeurs qui vont pouvoir s'exprimer dans un instant. Je vous propose peut-être d'écouter tout d'abord Marc Trévidy, qui est ancien juge antiterroriste. Il était l'invité de Dimitri Pavlenko ce matin sur Europe 1. Écoutons-le. On ne peut plus être surpris. Le phénomène que l'on traverse depuis déjà des années va durer encore. Donc, à une époque, ça nous aurait complètement choqué. Et maintenant, ce genre de crime récurrent ne peut plus nous surprendre. On connaît les causes, on sait qu'on a une population radicalisée. Et donc, il faut trouver des solutions sans croire au miracle, en fait. On s'interrogera évidemment tout à l'heure sur comment en est-on arrivé là avec cette famille Mogouchkov et notamment ce qui s'était passé en 2014 où la famille aurait dû être expulsée. Mais écoutons également Nadine Morano qui est députée européenne. Elle était l'invitée de Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1 et sur CNews. Vous savez, on en a eu beaucoup des signes. En France, on a assassiné un curé, on a égorgé le père Hamel. En France, on a tué nos jeunes sur des terrasses au Bataclan au cours d'un spectacle. En France, on tue nos enseignants. En France, on tue notre police. C'est la litanie de l'impuissance? Eh bien, c'est la litanie, c'est la démonstration que, est-ce qu'il faut encore attendre, avec tous ces signes qui nous a démontré qu'on nous tue dans notre pays, de bloquer cette immigration? Et c'est vrai que cette immigration, elle est forte en France, puisque depuis 2017, 2 millions de personnes sont entrées sur le territoire. Et si je dis 2017, c'est parce que Emmanuel Macron est arrivé précisément à ce moment-là au pouvoir. Avant d'être avec Lucien et d'écouter Georges Fenech, bien sûr, écoutons cette fois Yanis Roder. Il est professeur d'histoire-géographie dans un collège de Seine-Saint-Denis. Il est également directeur de l'Observatoire de l'éducation à la Fondation Jean Jaurès. Il était l'invité d'Europe 1, c'était samedi midi. Depuis le 11 septembre 2001 jusqu'à Samuel Paty, en passant par Mohamed Merah et les attentats de janvier 2015, j'ai entendu des choses absolument abominables en classe, absolument inqualifiables. Mais il faut maintenant ouvrir les yeux. Ce qui nous arrive dans la figure nous vient partout. Ce n'est pas parce qu'on habite à Arras ou qu'on habite dans un petit village qu'on va être épargné. Et on le sait très bien. L'islamisme avance ses pions de différentes manières. Ce qui est arrivé à notre collègue Dominique Bernard, ça va recommencer, pas forcément auprès d'enseignants, quoique maintenant le champ des possibles est ouvert, mais ça va recommencer en France. Vous savez, on en a maintenant régulièrement des attentats. Nous allons apprendre à vivre comme vivent les Israéliens depuis 30 ans. Ce que dit Yanis Roder, qu'on a reçu régulièrement sur les antennes de CNews ou d'Europe 1, qui est professeur d'histoire-géographie, Georges Fenech, ce que j'ai entendu en classe, dit-il, depuis des années, est inqualifiable. Qu'est-ce qu'on fait? On a perdu beaucoup de temps, Pascal, beaucoup de temps. Vous savez, là, en 95, on avait eu les attentats du RER, Saint-Michel, Khaled Kelkal, qui était le premier djihadiste de la région lyonnaise, avec le GIA à l'époque. Et puis, en 95 et 2012, on n'a pas eu un seul attentat, et arrive Mohamed Merah. On a perdu une quinzaine d'années, alors qu'on voyait vraiment en germe cette radicalisation dans les quartiers qui montaient. On jetait un voile pudique. Il y a le rapport Orbin qui a existé? Et il y a eu le rapport Aubin, effectivement, mais bon, il a été mis sous le boisseau, on n'en parlait pas trop, Et puis, tout à coup, voilà, tout ça nous explose aujourd'hui parce qu'on n'avait pas pris, ou en tout cas on ne voulait pas voir ce qui était en train de grandir, et cette menace de l'islamisme radical. Mais bon, donc les responsabilités, elles sont essentiellement politiques. Alors nous sommes avec Lucien puisque c'est l'interactivité qui domine dans cette émission et dans ce rendez-vous entre 11h et 13h. Et je salue Géraldine. Bonjour Pascal. J'espère que vous avez passé malgré tout un week-end. J'ai essayé de passer un bon week-end, oui. Dans cette actualité qui est si dramatique. Lucien, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Lucien? Des Alpes. Et côté de Gap. est-ce que c'est possible de savoir qu'est-ce que vous faites dans la vie professionnelle? Je suis paysan. Vous êtes paysan. Est-ce que vous avez le sentiment dans les Alpes, à Gap, d'être protégé? Pardon, j'ai mal compris. Est-ce que vous avez le sentiment dans la région dans laquelle vous vivez d'être à l'abri d'un attentat terroriste? Peut-être que... On vit
pas avec la peur au ventre, mais bon, je veux dire, il y en a 8 ou 10 000 en France de fichiers S, il faut bien qu'ils soient quelque part. Et malheureusement, ces gens-là, on ne sait pas où ils sont, puisque même moi, je discutais avec le maire d'une commune, j'ai dit alors, en rigolant, façon de parler, j'ai dit alors, est-ce qu'il y a des fichiers S dans ta commune? Et il m'a dit, on ne le sait pas. Mais ces gens-là, ils devraient avoir leurs photos sur les murs de la mairie, on devrait les connaître, on devrait les... Enfin, je sais pas, on vit à l'envers, c'est très triste Je vais poser la question sur un plan juridique et même moral. Est-ce que c'est possible dans une société de droit, dans un état de droit, de mettre des photos de fichiers S ça me paraît très, très difficile, très compliqué. Non, ça n'est pas dans notre culture d'abord, mais je crois que ce que dit monsieur... Il faudra savoir ce qu'on veut. Hein. Il Moi, a je vais vous raison, dire, à savoir je qu'au moins... préférerais savoir qu'il y a 8 ou 10 000 gus ou citoyens, comme vous appelez-les comme vous voulez, qui en prennent plein la gueule en Cayenne, que de savoir qu'il y a une famille qui pleure un des siens. Non mais Lucien, je comprends ce que dit Lucien. Il aurait envie de savoir à côté de qui il vit. Maintenant, j'imagine que l'état de droit ne permet pas ça. Georges Fenech vous répond, Lucien. Oui, vous avez raison, parce qu'en fait, même les maires ne sont pas informés des individus qui sont radicalisés ou classés dans des fichiers. Ils n'ont pas cette information, voyez-vous. Contrairement Qui l'a ? La préfecture. La préfecture a qui est le l'information, représentant de l'État. Qui est le représentant de l'État, mais on pourrait comprendre, et d'ailleurs c'est une revendication des maires que je rencontre souvent, ils veulent savoir ce qui se passe dans leur commune, parce que ce sont eux qui nomment des agents administratifs, des accompagnateurs, des clubs sportifs. Pourquoi les maires ne l'ont-ils pas ? L'État n'a pas tout à fait confiance aux élus, alors que l'élu est soumis au secret donc partagé avec la préfecture. Il participe à des réunions, mais il devrait avoir droit, et même lorsqu'il fait un signalement, il ne reçoit pas toujours en retour ce qu'a fait la préfecture. Donc il y a un vrai problème de diffusion de ce type d'informations au sein des communes pour que le maire, notamment, mais aussi le président du conseil départemental, on pense notamment aux mineurs non accompagnés, sache exactement qui est dans sa commune. On va marquer une pause à 11h10. Je salue Fabrice Lafitte qui est à la réalisation aujourd'hui. Bonjour. Je salue Olivier Guénec qui est avec nous bien sûr et qui s'occupe de la page Facebook. Bonjour à tous. Et on essaiera d'apporter un peu de légèreté dans ces thèmes extrêmement graves. De la légèreté, en tout cas de parler d'autre chose, puisque nous parlerons de la désillusion du 15 de France tout à l'heure avec Cédric Chasseur que j'ai croisé dans la rédaction, qui était évidemment... qui regrettait cette élimination de l'équipe de France. Lucien est agriculteur, il habite Gap et peut-être a-t-il au-delà de la région dans laquelle vous habitez, peut-être avez-vous une remarque à faire ou une observation à produire sur ce qui se passe aujourd'hui. De toute façon, on se défera jamais de ça, parce que ce meurtrier là, qui a 20 ans, on peut même pas, soi-disant il devrait même plus être en France. Ah mais on peut pas pêcher le pauvre, il faut pas l'expulser, il est arrivé en France, il a moins de 13 ans. Mais il faut savoir si on fait des lois pour les protéger, ou si on fait des lois pour nous protéger nous. Je veux dire, il faut arrêter les conneries là, je sais pas, moi je comprends pas, on fait toujours les choses, alors on écoute parler nos politiques, ah mais non, mais ça se reproduira plus, mais rassurez-vous, ça me rassure pas, c'est inquiétant. Malheureusement, ça se reproduira, malheureusement. Et puis, je sais pas, on ne veut pas se donner les moyens, c'est tout. Il n'y a pas besoin de se poser 36 questions. Hein. Lucien, est-ce que votre vie a changé? Est-ce que votre comportement a changé depuis quelques jours, quelques mois? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être moins en sécurité, vous vous sentez moins en sécurité que jadis, ou au contraire, pas au contraire d'ailleurs, ou tout simplement, vous n'avez pas modifié vos comportements? Ben bon, moi je vous garantis, quand je vais dans les grandes villes, je dis pas que j'ai peur, mais je suis pas tranquille. Voilà. Je suis mieux tout seul au milieu de ma montagne, au milieu des loups. Je risque moins qu'au milieu d'une faune que je ne sais pas qui il y a. Je suis d'accord avec vous, mais il y a des loups là où vous êtes? Ah ben des loups, il y en a de partout. Ah bon? Mais là, qu'est-ce que vous faites exactement, Lucien? Parce que vous êtes tout seul dans la montagne? Ben, je suis tout seul. Moi, je vais vous dire, j'ai de la famille qui habite à Marseille. Oui. Et moi, je leur ai dit, je préfère me trouver au milieu de la montagne à minuit, 1h du matin, seul au milieu de la montagne,
qu'en pleine journée, J'entends bien, dans mais un centre commercial, où je vous il y a une j'entends foule de bien, gens que tu sais mais pas qui c'est. je vous interrogeais sur ce que vous faites précisément, parce que vous êtes agriculteur, manifestement. Je peux garder des moutons, je peux faire je veux dire, on est agriculteur, on a plusieurs activités, mais Ouais. bon. Et là, qu'est-ce que vous faites, nous, par exemple, en ce moment? Ben là, j'étais dans mon tracteur, je semais du grain pour les céréales pour l'année prochaine. D'accord. Et Mais c'est indiscret de vous demander, vous êtes en famille, vous avez des enfants ou aujourd'hui Oui, on travaille. J'ai mon fils, mon gendre, ma fille. Tout le monde travaille dans la ferme. Voilà, on essaie de faire de la vente directe parce que ça devient de plus en plus compliqué. On se fait manger par la grande distribution, donc on essaye au maximum. Donc vous produisez et vous vendez en direct. Le maximum, oui. C'est intéressant ça. Donc vous avez enlevé l'intermédiaire. Et vous vous en sortez, Lucien? Ça n'a pas forcément de rapport avec cette question du terrorisme pour laquelle vous nous avez appelé, mais moi ça m'intéresse toujours de savoir si ça marche bien sur le plan professionnel. Alors, je vais vous citer un exemple. Oui. L'année passée, on m'a payé, parce que bon, malheureusement, on ne peut pas tout vendre au détail. J'ai vendu une récolte de poires, 60 centimes le kilo. L'année d'avant, on me les a payés 70. Sur la même qualité pratiquement. J'appelle le gars qui me les a achetés. J'ai dit, mais quand même, il manque un peu des sous. Alors, il m'a dit textuellement, ça valait plus que ça. Mais on ne peut pas te les donner. L'électricité pour les chambres froides a augmenté, le SMIC a augmenté pour payer le personnel, et bien c'est toujours le producteur qui est alors là, vous produisez 60 centimes le kilo, et sera vendu combien ce kilo de poire lorsque moi je vais l'acheter? La poire, combien vous la touchez dans la grande distribution? À moins de peut-être, bon, je ne sais pas si c'est 3 €, mais à moins de 2,50, vous ne trouvez pas un fruit. C'est sûr. Le kilo, hein? Oui, je parle kilo du de poire. Donc, vous allez multiplier par 4. Effectivement, la grande distribution va multiplier par 4. Bon, merci beaucoup de votre témoignage, Lucien. Mais bon, malheureusement, on est impuissant dans ce... Je ne vois pas comment on va éradiquer ça. Moi, je suis... Il faut des politiques sans doute moi, très je vous garantis, strictes. si j'habitais en ville, oui. je serais armé. J'aurais mon revolver dans la poche. Oui, mais on ne peut pas cautionner ça. Si des gens étaient armés, peut-être qu'ils auraient pu buter ce petit merdeux là qui a tué un innocent, qui est venu à coups de couteau. Non, mais alors, on vous parle de la maltraitance animale. Vous saignez une brebis qui agonisait, on vous met en prison, et puis on laisse poignarder des gens comme ça, là, bon, c'est abominable, c'est affreux, moi je ne le supporte pas et ça me rend méchant. Bon, merci Lucien de votre témoignage, mais évidemment on ne peut pas tous être armés et puis il ne faut pas aller vers ce type de solution. Il faut en revanche... Il y a un monsieur comme Enrico Macias, c'est quand même pas un violent ce monsieur. C'est un humain. Qu'est-ce qu'il vous a dit l'autre jour, vous le savez mieux que moi. Oui, alors il est revenu sur ses déclarations et puis là il parlait d'homme politique, mais c'était encore autre chose. Donc, et puis il a regretté ses déclarations. La violence appelle la violence, comme dit l'autre, mais en revanche, il faut que l'État soit fort et effectivement que l'État exerce son droit de contrôle. Et on va en parler avec Georges Fenech dans une seconde, puisqu'on va revenir sur la situation de la famille Mokouchkov. Et c'est vrai que c'est assez effrayant, le parcours et le pédigré de cette famille. A tout de suite. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. On va écouter Marc Trévidic, ancien juge antiterroriste. Il était l'invité de Dimitri Pavlenko ce matin sur Europe 1. Il n'y a pas eu de faille dans le sens où il avait été repéré. Il avait été repéré comme potentiellement dangereux et il y avait même eu ce contrôle pour pouvoir lui siphonner son téléphone concrètement. Donc non, il n'y a pas de faille. C'est vrai que à ce moment-là, personne ne pouvait faire quoi que ce soit de plus. On n'arrête pas les gens avant qu'ils aient fait quoi que ce soit. Ça, c'est une donnée dans une démocratie. Alors, Georges Fenech, le pédigré de la famille Mokouchkov est effrayant. Le père est fiché S, il est renvoyé en 2018 pour violence conjugale, il serait revenu en 2019, il n'est pas sur le territoire français aujourd'hui, mais il y a incertitude sur son retour ou pas. Le frère aîné est incarcéré, il a été condamné pour apologie de terrorisme, et puis en 2014, c'est ça qui nous intéresse, la famille Mokouchkov habite Rennes. Elle avait été déboutée du droit d'asile. La préfecture autorisait l'expulsion. Et à 6h du matin, le 18 février 2014, la police aux frontières interpelle la famille. Un avion est spécialement affrété. La famille devait quitter la France. Le MRAP mobilise
toute cette journée du 18 février 2014 les associations de la région pour aider la famille Mokouvkov. Et au final, la préfecture d'Ille-et-Vilaine cède le soir, hein, c'est la même journée, et elle remet en liberté cette famille. Est-ce qu'il y a une faille de l'État ? Il y a une faiblesse de l'État. Une faiblesse. La préfecture, le ministre de l'Intérieur, à l'époque, aurait dû maintenir leur position. Cette famille était indésirable chez nous, elle était radicalisée, s'était manifestée, vous l'avez rappelé. En plus, cet homme était extrêmement violent avec sa femme, avec ses enfants. C'est la faiblesse de l'État. C'est Manuel Valls qui est Premier ministre, qui est ministre de l'Intérieur à ce moment-là. Oui. En 2014, oui, c'est lui. Il s'en est expliqué d'ailleurs. Voilà, c'est lui qui décide. Oui. Patrick Stroda est le préfet d'Ille-et-Vilaine, c'est le représentant de l'État, mais c'est pas lui qui décide. Lui, il est là pour appliquer ce que dit son ministère de tutelle. Oui, ce d'autant que à cette époque-là, souvenez-vous, il venait d'y avoir l'affaire Léonardin, qui avait été une humiliation d'ailleurs pour la France et pour François Hollande surtout, je dirais. Et on craignait de créer à nouveau, comme il y avait des soutiens d'associations et tout, le fait d'expulser ces jeunes avec leur famille qui étaient scolarisés comme l'était Léonardin. Donc on a eu peur en fait de réactions d'associations. Parce que les Français, eux, comprennent parfaitement que ces gens qui ne respectent pas nos lois, qui sont une menace pour l'ordre public, ils doivent être expulsés. Sauf que, voilà, on a été faible. D'ailleurs, Manuel Valls s'en est expliqué. Hein, c'était dans le cadre de sa circulaire, en réalité, que cette décision a été prise. Et le résultat, malheureusement, facile de refaire l'histoire, mais le résultat, il est là. L'un de ses enfants de l'époque a commis cet horrible crime. Nous sommes avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Pascal. Vous nous appelez d'où ? De Lille. De Lille. Vous faites quelle profession, Philippe ? Je suis commerçant. Dans quelle activité ? Dans la restauration. Vous avez peut-être donc une opinion sur ce sujet ou une observation à faire ? Oui, Pascal. Écoutez, comme beaucoup de Français, je suis fatigué de voir le terrorisme réapparaître, avec toujours le même scénario et ces fichiers qui sont de véritables bombes à retardement. Le terrorisme progresse, mais l'État fait du surplace. C'est inadmissible. L'État est coupable de non-assistance à peuple en danger que nous sommes. L'État se fie trop, compte trop sur ses services de renseignement, fait pas assez de répressifs. Un fichier S qui passe à travers les mailles du filet et c'est la catastrophe. Donc ça peut plus durer. Gérard Darmanin là, s'est abrité derrière des statistiques qu'il jugeait lui favorable. Il disait, écoutez, moi je peux pas faire plus parce que la loi ne me le permet pas. Et ben c'est à l'État de faire en sorte que nous Français soyons protégés. Ce n'est plus possible. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui ne va pas, c'est le rôle joué par toutes ces organisations gauchistes qui sont de véritables lobbies. Et ça, c'est plus possible. Sans compter le rôle de la presse de gauche, je suis désolé, mais qui est un quatrième pouvoir, et ça peut plus durer. Alors, dans la presse, vous n'avez pas tout à fait tort, parce que je le dis souvent, mais ça va au-delà de ça. C'est un état d'esprit en France, c'est-à-dire que le milieu de la culture est globalement proche de la gauche, voire des LFI aujourd'hui. C'est pour ça que vous les entendez assez peu sur ces sujets-là. Donc, c'est vrai que la presse française, notamment la presse écrite, globalement, à grands traits, on pourrait dire qu'elle penche à gauche. Vous pouvez aussi souligner que certains éditorialistes de services publics, de radios qui sont concurrentes d'Europe 1, alors je pourrais les citer, bien sûr, et notamment France Inter, il y a un souci sur ce que j'entends de temps en temps, lorsque j'écoute cette station, sur le positionnement idéologique de France Inter, parce que je rappelle quand même que c'est de l'argent public. Donc tout ça fait un maelstrom, Georges Fenech, qui agace une partie de nos concitoyens. Oui, faut-il en être surpris ? Non, moi j'ai toujours connu cette situation. J'ai l'impression que c'est pire, en l'occurrence pour France Inter. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le positionnement idéologique d'Inter est encore plus à gauche qu'il ne pouvait l'être il y a 30 ans. J'avoue que ça m'énerve. Ça m'énerve un petit peu. C'est de l'argent public, c'est surtout ça. Moi-même, je ne suis jamais invité aujourd'hui, jamais invité, alors que je sors un livre, je fais la promotion. Je n'ai pas été invité une seule fois sur les chaînes de service public. Mais pour une raison simple, c'est que vous intervenez sur CNews. Et je crois que oui, mais je suis très fier d'être sur CNews. Je crois que vous allez recevoir Gérald Darmanin ce soir. Sur CNews. Sur CNews, il faudrait quand même lui poser la question, parce qu'il
Il y a un projet de loi sur l'immigration. On pourrait imaginer que dans ce projet de loi, enfin, on prenne les bonnes mesures. Alors lesquelles, justement? Si vous avez une ou deux questions à lui poser, je les poserai moi, je pour vous. poserai les questions. D'ailleurs, la question a été soulevée par le groupe, par Bruno Retailleau notamment et LR. Vous allez nous le dire juste après si la pause. Vous nous direz les 3 questions essentielles à poser à Gérald Darmanin. Comme ça, je vais les noter sur une feuille. À tout de suite. On va le remercier, Georges Fenech. Mais avant qu'il parte, lui demander les 3 questions qu'il poserait à Gérald Darmanin. Écoutez, dans le projet de loi, il est prévu que pour pouvoir expulser un étranger qui est en situation irrégulière, il faudrait qu'il soit condamné à une lourde peine. Donc, dans l'affaire qui nous préoccupe à Arras, il n'aurait pas pu, même avec cette nouvelle loi, l'expulser. Il faut simplement dire que tout étranger condamné à quelque peine que ce soit, comme c'est le cas par exemple au Danemark, puisse être expulsé. Hein. Donc ça, c'est la première question. Qu'est-ce qu'il entend faire pour les étrangers qui commettent des infractions? Nous sommes d'accord. Deuxième question. Deuxième question, moi j'aimerais bien savoir tous les condamnés pour fait de terrorisme qui sont en train de sortir de prison. Ils sont environ 500. Est-ce que véritablement on assure une surveillance? Quelle est la prise en charge de ces terroristes condamnés pour terrorisme qui vont retrouver la liberté? Il y en a 500 qui vont sortir. Ah oui. Vous avez bien fait. Donc là, il y a quand même une inquiétude à avoir. Et enfin, troisième question, qu'attend-il pour limiter en tout cas les entrées, c'est-à-dire reprendre le contrôle des flux migratoires? Est-ce qu'il ne serait pas le moment aujourd'hui, compte tenu de la menace qui pèse sur notre pays, de rétablir un contrôle aux frontières? Contrôle aux frontières. C'est-à-dire faire jouer la clause de Schengen qui prévoit que dans certaines situations, et pour 6 mois, un pays membre de l'Union européenne et de l'espace Schengen puisse dire « nous allons rétablir les contrôles aux frontières », le temps de voir comment les choses évoluent. Je vous remercie beaucoup, Georges Fenech, d'être passé par le studio d'Europe 1 à 11h34.